Bonjour à tous. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Bienvenue dans ce petit webinaire avec Job Teaser. Hello, hello. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat en mettant tout le monde, bien sûr, en réponse. Sinon, vous enverrez que votre bonjour à nous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, il fait beau, il y a du soleil, ça c'est cool. On a un super webinaire aujourd'hui avec Fabien. Donc ça c'est top. Salut Max, salut Lucie. On attend encore un petit peu que les gens se connectent. Ça devrait aller vite. Et après, on va commencer. Salut Louis, salut Liam. N'hésitez pas, vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation. On y répondra en fin de webinar. Vous allez voir, Fabien est très sharp sur ses réponses. Il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Mais bon, c'est sûr que tu vas avoir pas mal de questions, je pense. Salut John. Salut Cathy. On attend encore un petit peu que tout le monde se connecte. Et on va pas tarder à commencer du coup. Je pense que tout le monde est prêt. Bon, il va y avoir bien sûr plein d'inscrits dans les 3-4 premières prochaines minutes. Salut Damia. Ok, bon écoute, on va commencer pour le coup. Écoutez, bienvenue à tous. Avec The Product Crew et Job Teaser, on va faire un petit webinaire aujourd'hui. Fabien va nous parler de comment réussir une migration technique en moins de 6 mois. Vous allez voir, c'est bien fait. Ils ont eu à faire beaucoup et ils s'en sont très bien sortis pour le coup. Donc n'hésitez pas, comme je leur dis, vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire pendant la presse. On n'y répondra pas immédiatement, mais à la fin de la présentation de Fabien, tranquillement. Fabien, écoute, c'est à toi. Tu peux partager ton écran et commencer. C'est parti. Merci Pierre-Jean et bonjour à tous. Hop, je vous partage mon écran. Et voilà. C'est OK pour l'écran? C'est parfait. Très bien. Bon, j'espère que vous allez bien, hein. J'espère que vous avez encore de l'énergie après cette belle matinée où vous avez de quoi manger pour faire le plein d'énergie. Mon objectif, ça va être de vous garder attentif pendant au moins 30 minutes sur ce sujet, hein. J'espère que je vais y arriver. Le sujet, comme l'a introduit Pierre-Jean, donc ça va être autour de comment conduire une migration technique en moins de 6 mois. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, on sort de 6 mois de migration chez le Job Teaser, hein, c'est assez frais. On a mis en place Next.js, pour la petite histoire. Et moi, après cette migration, j'avais besoin un peu de transformer l'expérience, c'est-à-dire de partager un peu ce qui s'était passé pendant cette migration, au-delà de la technique, voilà, avec d'autres personnes, parce que je pense que c'est des ressources qui sont hyper importantes pour les ingés. C'est une présentation qui est issue d'une série d'articles à venir, donc sur le blog de Job Teaser bientôt. C'est une presse qui a pas mal d'infos. Là, on est dans une version plutôt courte, on va dire de 30 minutes. Donc, je vais essayer de mettre du rythme, de ne pas passer trop de temps sur toutes les slides. Mais voilà, il y a pas mal de choses à raconter. Et voilà, c'est parti. Donc, avant tout, déjà, qui est la personne qui vous parle, à part Fabien? Hein, c'est bizarre de parler soit à la troisième personne. Mais du coup, moi, c'est Fabien Reynaud. Je fais des choses front-end depuis 2009. Avant ça, j'ai fait du Java, du Flex, pour ceux qui connaissent, avant de tomber vraiment dans le monde du web. Et ça, donc avant que le terme full stack existe, pour ne pas, ça ne nous rajeunit pas. Je suis chez Job Teaser depuis 2017. J'ai eu pas mal de postes, de postes dans l'organisation. J'ai été bien sûr senior front-end, lead technique. J'ai aussi été engineering manager pour finalement maintenant être staff ingénieur dans le département Product and Tech, donc un département qui mixe à la fois le produit et la technique. J'ai aussi eu pendant 5 ans, et je suis en train de donner le flambeau à quelqu'un d'autre, un rôle de chapter lead côté front-end, donc qui permet en fait d'aligner les guidelines et tous les process côté front-end, parce qu'on a des front-end un peu dans toutes les équipes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas JT, ou Job Teaser, pardon, je fais juste une slide un peu voilà, pour vous expliquer le concept. Donc, on est les leaders européens sur le marché du recrutement de la Gen Z, donc des Young Talents. On est au cœur d'un écosystème tripartite, donc école, entreprise, étudiants. Donc, un peu plus de 750 écoles dans 25 pays pour l'instant. Plus de 250 000 recruteurs sur la plateforme et 5 millions d'étudiants. Voilà pour la partie un peu sponsor. Mais revenons un peu à notre présentation.
Ce dont je vais vous parler en fait pendant la présentation, c'est mon expérience personnelle. Je vais essayer de vous partager vraiment le good et le bad. Je pense que c'est important d'avoir cette transparence-là avec vous. Et ça, donc après avoir réalisé une migration technique transverse, j'ai ajouté aussi quelques éléments que j'ai jugés intéressants parce que je les ai vus moi-même pendant ma progression. Néanmoins, il y en a certaines, en toute transparence, que je n'ai pas testées personnellement parce que pas besoin ou pas de temps, mais je trouvais ça intéressant de vous les partager quand même. Ce qui ne sera pas dans la présentation, ou alors très très rapidement, c'est vraiment la migration pas à pas de comment on met en place Next. Il y a beaucoup de ressources là-dessus. Et ce ne sera pas non plus la seule et unique façon et la façon parfaite de faire une migration. C'est la mienne que je vous partage ici. Je prends quand même un tout petit peu de temps pour vous parler quand même de la migration, histoire de mettre un peu de contexte, mais on a dit rapide. Donc je fais rapide. Et vraiment, là, je vous la présente telle que je l'ai présentée au département quand j'ai présenté un peu la migration, en racontant un peu l'histoire de Job Teaser, mais pour aller rapidement, en gros, on avait un monolith Rails comme beaucoup d'entreprises de notre taille à l'époque. On a rajouté ensuite des technologies front-end pour faire des choses un peu mieux, un peu plus construites côté front-end. Donc, on a utilisé React.js. Et aujourd'hui, du coup, il est temps maintenant d'avoir un vrai serveur dédié à faire ce genre de technologie. Et Next.js était le candidat idéal. Ça nous permet du coup d'accélérer en fait la mise en place de pages côté front-end, de moderniser un peu tout ce qui est construction de pages, d'applications, de features, etc. Bon, voilà, c'est vraiment là, c'est la fin de la partie technique. Vous avez vu, je n'ai pas été trop long, pas passer trop de temps dessus. On pourrait revenir dans les questions, mais en tout cas, je vais essayer de survoler au-dessus de cette partie-là pendant la présentation. Cette présentation elle-même, je l'ai découpée en fait en 3 sections. Une première partie sur le temps, comment on achète du temps auprès du top management et comment on trouve un sponsor. Une deuxième partie sur le projet en lui-même, comment on organise son projet, sa migration en tant que projet. Et enfin, une dernière partie sur la développeur expérience, donc DevX, DX pour certains. En gros, comment on préserve l'expérience des gens qui vont utiliser la plateforme, comment on assure sa maintenance et sa prise en main. Un peu de réalité et de transparence. Vous verrez que j'aime bien ça, la transparence. Vous partagez un peu, donc je reprends un peu les chiffres qu'on vous a partagés lors de l'événement. Ça, c'est un peu le timing réel de la migration. Tout est parti en fait d'un audit qui a été fait 2 semaines pendant l'été dernier, que j'ai fait en solo, que j'ai présenté aux différents chapters, au top management, etc. Il y a eu une pause entre les deux. J'y reviendrai d'ailleurs dans les mauvais points, je pense. On a mis un peu de temps avant d'activer en fait ce qui sortait de cet audit. Ensuite, une fois que tout était OK, on est parti sur la mise en place d'un écosystème minimaliste en production. Je reviendrai sur le terme de minimaliste. Pourquoi je mets minimaliste? Ça a pris 3 mois. J'étais le main contributeur, mais j'ai aussi eu pas mal d'aide en fait de au moins 2 personnes dans nos équipes infra et DevEx, pour parler d'infra, pour parler vraiment justement de développeur expérience, comment préserver des choses, etc. Et bien sûr, il y a des front-end très intéressés qui m'ont donné des coups de main pendant cette période-là. C'était vraiment cool. Pour faire place ensuite, du coup, à la partie release. Donc, en fait, il y a une des équipes qui a mis en production sa première feature grâce à cette plateforme. Et ça, ils l'ont fait en 2 mois, sachant que chez Job Teaser, une feature team, c'est 2 à 3 ingénieurs. Et pour la petite histoire, il y a aussi 2 autres équipes qui travaillaient aussi sur leur propre feature en parallèle en même temps. Il y a des choses qui vont arriver un petit peu après, voire à la fin du mois, j'y reviendrai à la fin. Mais voilà, il y avait 3 équipes qui bossaient en parallèle sur cette plateforme fraîchement déployée. Le sablier que vous voyez en haut à gauche me fait une belle transition. Est-ce que j'ai fait exprès, est-ce que je n'ai pas fait exprès? On ne le saura pas. Mais en tout cas, ça me fait la transition sur notre première partie qui est comment j'achète du temps et du sponsoring. C'est vraiment 2 choses importantes. Alors, j'ai mis acheter, c'est en tout cas à avoir au démarrage de son projet. C'est donc du temps et du support, du soutien. Pour avoir du temps, il va falloir convaincre. Et bon, même si vous êtes un très bon parleur, voilà, pour convaincre, ça serait quand même bien d'avoir préparé un plan de bataille. C'est un gros mot, plan de bataille, un plan en tout cas. Il vous faut un document qui justifie la migration,
qui expose les bénéfices de la migration. Comme je précise, il faut aller plus loin que la partie technique. On ne fait pas une migration juste pour rendre nos devs heureux de jouer avec une nouvelle techno. Okay, on va plus loin. Donc, on essaye, ce n'est pas la partie la plus simple, on essaye de faire sortir tous les avantages en termes business, en termes de productivité des équipes. Voilà. On va un peu plus loin que juste on a mis en place la dernière techno. Le format, ça peut être un audit, comme je l'ai fait de mon côté, mais ça peut être aussi un design document, un request for change, un RFC, peu importe le document en fait, support que vous aurez choisi ou celui qui marche bien dans votre entreprise. Ça dépend aussi de la taille de la migration. Il faut adapter un peu. Ça ne sert à rien d'écrire 120 pages si finalement en 3 pages, on a dit l'essentiel. De mon côté, l'audit en fait était plus large que juste mettre en place. Enfin, il avait comme finalité plus large. On ne voulait pas juste mettre en place Next.js. Voilà. Quand j'ai fait l'audit, je regardais plus de choses que ça. Donc, en fait, j'ai fait, en gros, donc c'est le point vert que vous voyez en haut à droite. Petite parenthèse, tout ce que vous verrez sur fond blanc, c'est mes retours personnels sur ce que je vous dis, qui est potentiellement un peu plus générique. Moi, de mon côté, du coup, j'ai fait un audit. Pour ça, j'ai fait un survey interne pour récupérer tous les pain points liés aux front-end, de manière générale. Et je n'ai pas interviewé que les front-end, vraiment tout le département. On a aussi fait un état des lieux de notre stack actuel et de la dette. Bien sûr, un comparatif aussi avec l'état de l'art et ce qui se fait chez les copains, chez les concurrents. Vu qu'on était sur un audit front-end, j'ai orienté ça aussi sur les performances des pages, permettait d'avoir encore plus de data sur la comparaison avec ce qui se faisait à côté. Et bien sûr, pour transformer un peu l'audit, j'ai construit un plan avec des initiatives. Donc en gros, avec justement des chantiers de migration ou pas, mais en tout cas des grosses briques, des gros trucs à faire pour que ça change. La mauvaise partie, comme je vous disais plus tôt avec le sablier, c'est qu'on a mis pas mal de temps entre l'audit et des actions concrètes en sortie d'audit. Donc ça veut dire que les données qui étaient déposées dans le document n'étaient pas si fraîches. Donc il y a peut-être des concurrents qui ont fait d'autres choses entre-temps et on l'a loupé, en tout cas au travers de l'audit. Et il y a peut-être des actions qui étaient aussi outdated, qui étaient soit on les avait déjà faites naturellement, ou soit elles n'avaient plus de sens. Voilà, c'est le contre-coup de prendre un peu de temps pour justement activer ce genre de choses. Maintenant, vous avez normalement de quoi convaincre. Et sauf si vous êtes fondateur ou C-level de votre entreprise, et encore, il vous faudra convaincre une autre personne que j'ai appelée le sponsor. Très important et intéressant pour moi. Pourquoi on a besoin d'un sponsor et pourquoi il faut en trouver un? Déjà, ça va vous aider à soutenir en fait votre projet dans tous les meetings de haut niveau. Quand je dis les meetings de haut niveau, c'est tous les meetings où vous n'êtes pas. Voilà, en fonction de vous êtes positionné hiérarchiquement, il y a des meetings qui se passent et vous n'y êtes pas. Et pourtant, si votre migration a vraiment de l'impact, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle à cet endroit-là. Donc, vous allez aller trouver quelqu'un qui va porter votre voix dans ce genre de meeting. Et ça vous permet aussi de vous d'aider à justifier tout ce qui va être dépenses associées, perte de vélocité temporaire, voilà, tous les contre-coups ou effets secondaires de votre migration. C'est bien d'avoir quelqu'un d'autre qui est capable de les expliquer et de les soutenir avec vous. Bref, en gros, trouvez quelqu'un. C'est vraiment l'objectif avant de démarrer le projet. Chez JobTeaser, ça a été finalement assez simple. J'ai eu de la chance parce que le CTO avait déjà fait ce genre de migration dans ses expériences précédentes. Donc, j'avais un sponsor tout prévu pour moi. Et ça a été très utile dans les périodes de doute parce qu'en fait, vous faites une migration qui dure normalement moins de 6 mois après cette présentation, mais en tout cas qui dure un certain temps. Et la vie n'est pas rose. Il y a des moments où vous doutez de ce que vous faites, il y a des moments où vous vous enfermez dans un truc qui potentiellement n'a peut-être pas beaucoup de valeur. Voilà, c'est intéressant d'avoir ce genre de personnes avec qui échanger pour justement sortir un peu la tête de l'eau, prendre un peu de hauteur par rapport à votre projet qui, je le rappelle, n'est pas finalement que technique. Il y a d'autres enjeux derrière. Donc maintenant, vous avez établi un plan, vous avez convaincu des gens qui vont vous permettre d'obtenir du temps, potentiellement une équipe et du budget pour démarrer la migration. Ça, c'est cool. Maintenant, il va falloir organiser tout ça. C'était donc la seconde étape. Chez JobTeaser,
on a une organisation qui est orientée produit. Vous avez vu que le département, c'est le département Tech and Product. On a vraiment des équipes croisées là-dessus. Ça veut donc dire que votre projet de migration, il faut le traiter comme n'importe quel autre projet, n'importe quel autre produit finalement ou micro-produit de votre société. Okay, le sujet, je le répète encore, je pense que je l'ai déjà dit 20 fois, le sujet n'est pas que technique. Donc, ça veut dire qu'il va falloir organiser votre projet de la même façon. Pour ça, j'ai pensé de mon côté à 3 choses qui m'ont aidé à structurer le projet. Une partie relative au scope de la migration du projet, une partie bien sûr pour organiser toutes les tâches, et la dernière, mais qui n'est pas vraiment la plus simple ni la moins utile, qui est la partie communication autour de votre projet. Pour revenir en fait au scope, je vous parlais tout à l'heure d'une version minimaliste de la migration qui a été mise en production. En fait, il faut être réaliste. On ne peut pas tout faire. Il faut être pragmatique, il faut être transparent avec les gens. On ne pourra pas faire tout ce qu'on avait en tête. Comme dans tous les projets, il y a des choix à faire. L'important, en fait, c'est de se concentrer sur les tâches importantes. Vraiment, les tâches, si vous ne le faites pas, en fait, la plateforme minimaliste, elle n'existe pas. Elle ne tourne pas, les gens ne peuvent pas l'utiliser. Le reste n'est pas acheté. On va le voir avec le sujet suivant. Mais en tout cas, c'est important de vraiment se concentrer sur les tâches importantes. Continuez aussi à faire de la veille technique sur votre sujet, même si vous lancez l'organisation. Continuez à faire de la veille technique sur le sujet. Certaines choses peuvent changer pendant la mise en place et ce serait bête de passer à côté de ça. N'hésitez pas non plus à aller chercher de l'expertise. Okay, ce n'est pas parce que vous êtes la personne qui a apporté le projet ou qui organise le projet, même qui est responsable du projet, que vous devez être l'expert de la solution que vous êtes en train de mettre en place. Okay, ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Normalement, ce qu'on attend de vous, notamment nous en tant que staff, c'est d'organiser le projet, que ça aille au bout. Après, les moyens, s'il y a besoin d'expertise, il faut les demander. Il faut être transparent là-dessus. Là-dessus, c'est vrai qu'il faut prendre le temps en fait, de mettre en gros son ego de côté et de se dire j'ai besoin d'aide, de gens experts, de partage de connaissances là-dessus, etc. Chez JobTeaser, comment on a mis ça en application, on a rencontré d'autres team leads, notamment Jocelyn de chez Mano Mano, je le remercie encore, qui nous a partagé en fait son expérience, sa propre expérience. De la même manière que je le fais ici, de manière un peu plus publique en tout cas, il nous a partagé les choses qui s'étaient bien passées, mal passées, qu'il fallait faire attention dans le cadre d'une migration Next. On aurait pu aller chercher encore d'autres Rex sur des migrations de même genre qui n'étaient pas forcément liées à la même techno. Ça aurait été tout aussi intéressant. On a aussi demandé de l'aide d'une personne externe qui est venue nous rejoindre, Aurélien, pour ne pas le citer, qui est venu en fait avec sa propre expertise Next. Il avait déjà touché à Next, il avait déjà fait des migrations, et ça, c'était vraiment un grand atout, ne serait-ce que pour échanger avec lui pendant la mise en place du projet. Ce qui était potentiellement un peu plus négatif, c'est que je pense que la communication n'a pas été assez forte sur le fait que justement seulement les tâches importantes allaient être réalisées et qu'on allait demander, au moment où les feature teams allaient démarrer sur la plateforme, il allait falloir qu'elles mettent les mains à la pâte, donc qu'elles produisent des choses et qu'elles participent à la réalisation de certaines tâches secondaires parce qu'elles en avaient besoin. C'était un peu you build it, enfin you need it, you build it, quoi. Et ça, c'est vrai que là-dessus, la com n'a peut-être pas été assez claire, on ne l'a peut-être pas assez poussé pour que finalement les équipes puissent anticiper cette charge-là. L'autre petit point, je l'ai mis en négatif, mais en fait, ça s'est très bien passé, c'est que justement, pendant la migration, et c'est pour ça que je parlais de faire attention à la veille technique, on a eu la release de Next13 qui arrivait en plein milieu, même si on la suivait depuis un moment. Et du coup, il a fallu qu'on ajuste un peu ce qu'on faisait. Est-ce qu'on restait sur Next12 parce que de toute façon, Next13, c'était de la bêta, ce n'était pas encore production ready, il y avait des trucs qui n'étaient pas clairs. Ou est-ce qu'on utilisait Next13 tout de suite parce que c'était frais, quitte à réutiliser quand même des features de Next12 parce que justement, Next13 le permettait. Bon, évidemment, on a choisi la deuxième solution. Mais voilà le genre de sujets qui peuvent arriver pendant votre migration. Et si c'est une migration basée sur la mise en place d'une technologie ou même d'un process ou d'un outil, pensez bien à continuer à suivre l'actualité de cet outil pour ajuster votre projet de migration. Donc, grâce à ce point-là, en fait, on a défini un scope qui est réaliste.
on a des tâches importantes qu'on va faire pendant ce projet-là. On a des tâches secondaires qu'on a commencé un peu à identifier. Il va falloir organiser tout ça. Là-dessus, pas de magie, hein. On organise, ça veut dire quoi? On prend, on découpe, on trie. Donc, je l'ai mis juste en dessous. Moi, par exemple, c'était donc un bord de Jira, hein, simple, hein. Il n'y a pas de magie là-dessus. Après, il y a plein d'outils pour faire ça, mais en tout cas, c'est vraiment le cœur du truc, quoi. Il faut s'organiser, donc il faut un outil pour ça. Une chose importante sur lesquelles que j'ai mis vraiment en premier, c'est de bien définir aussi un stop, de bien définir un definition of done de votre tâche d'initialisation. Alors, quand je dis tâche d'initialisation, ça peut être le premier commit, ça peut être la première PR, ça peut être le premier flow de livraison en production. Mais vraiment, mettez-vous un stop sur, bon, là, je livre ça et ensuite, je passe à une autre tâche. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est facile de ne pas laisser de traces de cette première partie et d'y passer un temps infini. On a la tête dedans, on voit que ça avance, hein. Nous, personnellement, ça avance, ça avance, ça avance. Et du coup, on ne prend pas le recul de se dire, je me retire cette tâche-là, je m'arrête à un moment donné et j'organise la suite. Et c'est très facile de tomber là-dedans quand on est seul sur un projet. Donc voilà, dans votre tête, dites-vous, ça va être ma tâche d'initialisation. Et après, je prends un peu de recul et je commence à organiser le reste. Voilà, donc je vous le disais en dessous, hein, c'est donc après lister toutes les tâches dans un outil, ça va vous permettre aussi de partager votre progression. Ajouter aussi du coup toutes les tâches secondaires ou qu'on a mis de côté, on en a parlé juste avant, c'est là qu'il faut les mettre. Okay, moi, je sais que j'ai une métaphore là-dessus, c'est un peu, vous baladez en forêt, vous avez votre objectif qui est au bout du sentier, en gros, vous allez déposer des cailloux, en gros, tout ce qui se présente à vous, les cailloux, c'est les tâches en fait, vous les déposez dans le backlog. En fait, ça peut venir des idées. Vous avez une idée d'un truc à produire pendant la migration. Il y a un nouveau truc qui sort. Il y a, je sais pas, un nouvel outil qui a été mis en place sur la partie legacy. Vous vous dites, bon, il ne faut pas que j'oublie de le mettre en place aussi sur la nouvelle stack. Voilà, vous prenez ces trucs-là, vous les mettez dans des tickets, vous vous libérez l'esprit. Le but, c'est de vraiment être focus sur le chemin principal qui va vous permettre de mettre en prod cette migration minimaliste. Okay, le reste, vous allez pouvoir y revenir plus tard. C'est le point, du coup, c'est vraiment de temps en temps relever la tête pour justement avoir le temps d'organiser la suite. Ça veut dire, de temps en temps, vous faites une pause, vous regardez votre liste de tâches, prenez un petit peu de temps pour écrire le contenu de la tâche. Normalement, on se connaît, hein, on a fait un titre, hop, on a juste dit c'est bloqueur, c'est important, c'est mineur, machin. Et puis, on oublie d'y revenir. Voilà, faites des petites pauses. En plus, c'est cool, ça va permettre d'aérer un peu votre travail qui, normalement, est assez intense à ce niveau-là. Reprenez un peu de temps pour mettre du contexte dedans, potentiellement les sizer, okay, les chiffrer. Et vous n'êtes pas obligé de le faire seul en plus. C'est ça qui est cool. Vous pouvez très bien commencer à engager en fait d'autres personnes, d'autres équipes sur vos sujets en discutant sizing, en faisant un peu de discussion sur tu penses que c'est vraiment important, est-ce que je devrais le faire dans le premier jet, est-ce que ça peut venir plus tard. Voilà, vous allez commencer à créer en fait une connexion avec les autres équipes à ce niveau-là. Et donc, ça rejoint le dernier point. En fait, on engage les autres équipes dans ces sujets aussi vite que possible. Okay, ils peuvent déjà prendre, hein, dès que techniquement on le permet, ils peuvent commencer à prendre des sujets secondaires et vous donner des coups de main. Ils peuvent venir débattre de certaines choses. On peut faire du pairing ensemble sur la tâche que vous êtes en train de réaliser. Commencer en fait à partager et à engager les autres équipes. Donc, on organise son projet. Et vous le voyez un peu dans la liste des points, quand on arrive au dernier point notamment, on commence à voir que c'est assez important de communiquer autour de ce projet. C'est important de communiquer ce qui s'y passe. On veut en fait éviter l'effet tunnel. Okay, on veut éviter de se dire, bon, ok, on m'a donné 6 mois pour faire une migration, bye bye, merci, ciao, on se revoit dans 6 mois, et avec tous les effets dévastateurs qu'on peut connaître avec ce genre de méthodo. C'est important de montrer la valeur dès qu'il y en a, même si c'est des petites valeurs ajoutées, toujours montrer que ça apporte de la valeur, des petites choses, machin. Et ça permet aussi de rassurer les équipes. Hein. Les équipes, du coup, se mettent en tête et commencent à se représenter ce que va être le futur de la plateforme. Ça permet aussi de rassurer les gens qui vous ont donné finalement du temps et des moyens pour faire cette migration. Un des conseils que je partage ici, c'est de le faire très vite, très rapidement,
dès le début. En général, l'excuse qu'on a à ce moment-là, c'est de se dire « je n'ai pas grand-chose à partager ». En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut partager dès le début. Si ce n'est pas des réalisations ou des choses qui partent en production, ça peut très bien être des interrogations ou même des choix. Les choix que vous avez faits, vous pouvez en discuter. Ou même vos doutes. Vous avez des doutes sur des choix, partagez-les. Il y a peut-être des gens qui vont venir réagir et qui vont commencer à s'intéresser à votre sujet et c'est cool. Ça va vraiment aider pour la suite. Prenez aussi le temps de partager donc, du coup, un statut régulier de votre projet. Okay, chez Job Teaser, par exemple, je me suis calé sur les statuts hebdomadaires qu'on partage au niveau des feature teams. Okay, donc, il y avait les feature teams qui expliquaient un peu, selon le même format d'ailleurs, leurs infos. Et en fait, moi, je me suis greffé dans ce process-là pour parler un peu de ce projet de migration qui était fait en parallèle. Et vous voyez, on peut partager vraiment beaucoup de choses assez rapidement. Il faut aussi prendre du temps pour vulgariser le sujet. Okay, l'important, c'est de commencer à communiquer au-delà de la sphère technique. Votre projet, il a sûrement plus de valeur que ça. Et je vous le rappelle, quand on l'a construit et qu'on l'a vendu, entre guillemets, on a bien montré qu'il avait plus de valeur que juste l'aspect technique du projet. D'ailleurs, d'où l'intérêt de l'avoir étudié aussi au départ. Chez Job Teaser, moi, j'ai fait quelques présentations au niveau du département, donc autant à l'équipe tech qu'à l'équipe produit, data, design, et j'en oublie. J'en ai fait une plutôt en début de projet pour présenter ce qui allait être fait, expliquer, tiens, c'est quoi Next? Et j'espère que si j'interviewe des gens aujourd'hui, ils seront encore capables de me remonter un ou deux trucs sur ce que c'est que Next par rapport à ce qu'on avait avant. Et j'en ai refait une plutôt, donc 5 mois plus tard, pour là commencer à expliquer, attention, ça va arriver en production, voilà ce que ça va apporter, refaire un petit peu un récap de ce qui avait été dit finalement au départ. Mais en tout cas, voilà, de rafraîchir un peu les connaissances dessus pour que la transition se passe bien. Je pense que j'aurais pu aller plus loin sur la vulgarisation. J'aurais très bien pu le faire, je pense, au niveau de l'entreprise. Bon, après, il faut du temps pour partager ce genre de choses, mais en tout cas, voilà, sortez de la sphère technique. C'est comme ça que votre projet va, entre guillemets, rayonner et prendre de l'intérêt. Voilà. Puis, c'est toujours cool de partager ce qu'on fait, surtout quand on part sur ce genre de projet. On a pas mal parlé de la communication. J'ai pris pas mal de temps sur la dernière slide, justement. Pourquoi on communique aussi? Parce qu'il va y avoir du changement. Le projet de migration, c'est du changement. Et, alors j'ai pas envie de dire tous les développeurs, mais en tout cas une bonne partie des développeurs, on n'aime pas le changement. On aime quand ça tourne bien, on ne voit pas pourquoi on changerait tout le temps. Du coup, on va avoir besoin de préserver tout ce qu'on peut et tout ce qui marche au maximum. C'est la troisième partie, la dernière de la présentation, c'est comment préserver l'expérience de développement, la DevEx, la DX. Pour ça, de mon côté, j'ai pensé à 3 choses. La première, c'est l'étude de l'environnement courant. Ça peut paraître bête, mais si on ne sait pas d'où on part, c'est difficile de savoir ce qu'il faut garder ou pas. Donc voilà, prendre le temps de faire cette analyse-là. Ça passe aussi, bien sûr, par la formation et la transmission de connaissances sous toutes ses formes. C'est comme ça qu'on accompagne les gens. Et ça passe aussi par l'anticipation des prochaines étapes. Donc, tout ce qui va se passer après la migration. Le projet ne s'arrête pas à la mise en place de la stack minimaliste en production. Il faut aller plus loin. Sur le premier morceau, donc, qui est vraiment l'analyse et la préservation de l'environnement, il faut comprendre qu'en fait, personne n'a envie de perdre ses bonnes habitudes. Il faut donc garder les choses qui sont bonnes et qui sont bénéfiques. J'entends par là les choses en gros qui font gagner du temps. Donc, c'est important pour ça de lister tous les outils et tous les process. Bah tiens, les tickets Jira, ça peut servir à ça aussi. Toutes les choses en fait qu'on veut garder. On check bien sûr que c'est OK avec la nouvelle solution. Peut-être des choses qui sont plus compatibles ou plus d'actualité. Et surtout, si jamais on décide de retirer des processus, des choses comme ça, ou des outils, on prend le temps d'en parler avec l'équipe. On explique pourquoi on a fait ce choix-là, voire on débat du choix de retirer ça ou pas. Souvent, ça va être mettre en avant la valeur que ça apporte versus le temps que ça prendrait de le remettre en place ou de le porter. Voilà, c'est des débats et des choix en tout cas qu'il faut éviter de faire seul. Donc, partagez avec ce moment-là toutes les choses que vous n'avez pas potentiellement gardées. Évidemment, on cherche à garder au maximum l'automatisation. Ça, c'est vraiment un truc hyper important. Personne ne veut revenir à des tâches manuelles quand on avait déjà la partie automatisation. Surtout, on va
nécessairement avoir une courbe d'apprentissage avec l'arrivée de la nouvelle technologie, de la nouvelle stack, du nouvel outil. Ce serait bête en plus de devoir revenir en arrière et de devoir réapprendre à faire des choses manuellement qui finalement nous fait gagner beaucoup de temps. Et bien sûr, la chose qui n'est pas facile mais qui est hyper importante, c'est de documenter tout ce que vous allez lister, garder si c'est disponible quelque part. Alors déjà, ça permet de restructurer l'existant, ça rafraîchit les connaissances des plus anciens, mais surtout les nouveaux arrivants vous diront merci, parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas cette connaissance-là. Donc, quand ils vont arriver sur le nouvel outil, ils auront déjà la documentation de ce qui existe, ou en tout cas de ce qui va arriver, et ils prendront en main très rapidement le nouvel outil. Chez JobTeaser, proportionnellement, c'est ce qui m'a pris, je pense, le plus de temps. L'environnement CI/CD était assez riche. On avait pas mal de choses, des choses pour les traductions, des choses pour créer des environnements à la volée pour chaque feature, bon, linting, testing, des générations de changelog, des tests end-to-end, etc. Et j'ai passé du temps là-dessus et on a réussi à conserver à peu près 90% de ce qu'on avait de l'environnement précédent, ce qui est plutôt cool, sachant qu'on a aussi supprimé des choses qui n'étaient pas utiles, qui ne marchaient pas qui marchaient plus, mais qui apportaient plus beaucoup de valeur ou qu'on pouvait faire autrement. Donc voilà, c'était plutôt positif. Pour la chose négative, qui n'est pas directement liée à ça, mais quand même, c'est que c'était assez compliqué, du coup, même avec la documentation, même avec tout ça, pour les nouvelles équipes, de devoir apprendre à la fois Next.js et TypeScript, puisqu'on avait fait le choix de démarrer une nouvelle stack avec TypeScript obligatoire, alors que sur d'autres repositories, on faisait une migration progressive. Voilà, c'est un mal pour un bien, mais on sait que du coup, ça faisait deux concepts assez importants à prendre en main en même temps. Le but de cette analyse, et donc de préservation de l'environnement, c'est de faciliter la prise en main des nouveaux concepts et de rendre les équipes efficaces le plus rapidement possible. On va donc chercher à former les équipes. Il ne s'agit pas de là de faire une masterclass. D'ailleurs, comme je l'ai dit beaucoup plus tôt, vous n'êtes peut-être pas l'expert du sujet et c'est OK, mais votre rôle et votre responsabilité, ça va être de partager les ressources, officielles ou pas, sur le sujet. On peut aussi aller chercher et commencer à préparer des trainings externes ou, je ne sais pas, prendre des licences sur un MOOC. Voilà, regardez un peu les outils pour faciliter la prise en main des autres équipes sur ce sujet-là. Le pairing est un des éléments pour moi les plus importants. En gros, il faut que vous ayez mis les mains dedans et que ensuite vous participiez avec les autres sur la prise en main de l'outil. Il ne faut pas les lâcher, quoi. Et enfin, mettre en place un channel de support, un canal de support pour concentrer toutes les questions, les discussions et surtout toutes les réponses sur ce sujet-là. Chez JobTeaser, on a mis en place un channel Slack géré par moi au départ. Et puis finalement, au fur et à mesure de la migration, comme j'avais pas mal transmis de connaissances, que des gens s'y intéressent au sujet, il a fini par être autonome. C'est-à-dire que moi, après la migration, je suis parti en vacances, je suis revenu, mais il y avait des réponses, les gens s'étaient entraidés et du coup, finalement, le job était fait, quoi. En contrepartie, j'ai personnellement pas eu le temps de mettre en place rapidement un bon README. Parce que justement, comme j'embarquais les gens en pairing, choses comme ça, je me disais, bah, c'est cool, elles arrivent à prendre en main l'outil. Et souvent, en effet, elles me posaient des questions et je répondais, mais il n'y avait pas de traces concrètes, pérennes, avec comment démarrer la stack, pourquoi il y a ce script-là, pourquoi il y a ce choix-là. Voilà. Donc ça, il arrivait un peu tardivement, ça a pu ralentir la prise en main. Donc on a étudié l'environnement courant, on a formé les équipes. Maintenant, il reste à organiser la suite, le futur, quoi. Déjà, c'est important, on va monitorer la migration. Okay, c'est possible que le use case qui va sortir en premier, ce n'est pas celui qui va over-valider le projet. Souvent, d'ailleurs, c'est ça, on ne sort pas le truc hyper critique tout de suite parce que on essaie de mitiger aussi les risques. On va aussi prendre le temps de se regarder en face, de parler d'aide technique. Vous venez de rajouter une nouvelle couche de nouveautés, ça veut dire que celle qui est en dessous, ça devient du legacy, ça devient de la dette. Il faut savoir ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces vieux trucs? Qu'est-ce qu'on fait aussi des tâches secondaires qui traînent dans votre backlog? Où ça va? Et qu'est-ce qu'on fait du channel de support? Okay, pourquoi on se pose ces questions-là? Parce qu'il faut que vous trouviez une façon de sortir du projet. Okay, vous ne pouvez pas être le seul point d'interface avec ce projet-là. Il faut en sortir. En général, enfin, moi en tout cas, c'est mon cas avec le rôle de staff, vous avez d'autres projets à mettre en place.
Donc, c'est important que vous ne soyez plus au cœur de ce projet-là. Normalement, c'est OK. C'est OK si vous avez déjà engagé les autres équipes avant, avec tout ce qu'on a pu dire avant. Et surtout, vous pouvez très bien prendre 2 secondes aussi pour partager tout ce qui reste dans votre tête, toutes les connaissances qui restent, vous les partagez, vous les transmettez vraiment, vous ne gardez rien pour vous. Il n'y a pas d'ego à avoir là-dessus. C'est vraiment, vous vous libérez pour que les gens soient autonomes, etc. On ne garde rien, on partage tout. On reste bien sûr dispo en cas de gros pépins, hein. C'est quand même un peu de votre responsabilité. Donc, on ne disparaît pas en mode ninja. Voilà. Chez Job Teaser, notamment, on a pas mal débattu de qu'est-ce qu'on faisait des SPA React qui traînaient sur le monolith Rails. Okay, donc, on a discuté de plans de migration. Chez nous, ça ne sera pas fait tout de suite après la migration, tant que les équipes prennent déjà en main la migration. Mais en tout cas, il y a un point quelque part discuté qui va nous permettre de le prioriser dans le temps. Par contre, ça c'est le point négatif, mais qui est léger, on n'a pas encore une communication claire sur la fin du projet de migration. Ça devrait venir bientôt, mais voilà, pour l'instant, le projet, en vrai, il est terminé, mais on n'a pas une communication claire qui permet de partager à tout le monde la fin du projet. Voilà, on a fait le tour de pas mal de choses pour gérer une belle migration. Ça s'est plutôt bien passé chez Job Teaser, hein, je vous rassure, même si on n'a pas encore tout le recul nécessaire puisque c'est assez frais. Ce qu'on peut déjà vous partager rapidement, donc c'est que c'est un succès. On a des nouvelles pages B2B qui sont en production avec cette nouvelle stack. Là, je vous partage rapidement notamment des data Lighthouse, qui sont quand même bien meilleurs que ce qu'on avait avant, alors même qu'on a encore plein d'outils pour continuer à améliorer ces choses-là, hein. Pour l'instant, c'est assez brut, mais si on passe un peu plus de temps là-dessus, je pense qu'on peut vraiment continuer à augmenter ces performances-là. Je vous ai mis aussi des choses qui viennent du website Carbon Calculator. C'est intéressant, c'est de la data qui montre quand même que votre réalisation est plus quali avec la nouvelle stack qu'avec l'ancienne. On attend encore des données business liées à ces nouvelles pages, parce que ces pages B2B vont nous permettre, nous, d'expliquer notre produit et donc de capter des leads. Donc, ça serait cool d'avoir aussi une différence de leads générés par ces nouvelles pages. On attend aussi la livraison soon, je crois que c'est dans la semaine prochaine, quelque chose comme ça, d'une de nos core features que sont les company pages, qui permettent en fait aux entreprises d'exposer une vitrine corporate, mais adaptée en fait au public Gen Z. Voilà, une grosse feature chez nous. Mais en tout cas, tous les tests utilisateurs sont très, très encourageants sur les nouvelles versions sorties en prod et l'expérience utilisateur est quand même très, très bonne, quoi. Enfin, un truc que j'ai mis aussi, c'est que quasiment toutes les équipes aujourd'hui travaillent sur la nouvelle plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une équipe qui a sorti quelque chose. Donc, les 2-3 premiers mois, il n'y avait que 2-3 équipes qui travaillaient dessus. Et maintenant, toutes les équipes sont engagées sur la nouvelle plateforme. Donc, l'engagement du département est complet là-dessus. Donc, voilà. Pour réviser un peu ce qu'on a appris, pour aussi troubler ceux qui se sont endormis au fond et qui vont être surpris de revoir la même slide qu'au début, je vous répète les 3 clés qui, à mon sens, sont très importantes pour réussir ce type de migration. Déjà, on achète du temps et du support. Okay, on crée un bon environnement pour démarrer notre process de migration. On organise notre projet, on liste, on communique tout ce qui est fait, tout ce qui doit être fait, tout ce qui est en cours, et on communique souvent et rapidement. Et enfin, on essaye de préserver au maximum la développeur expérience. On s'assure une bonne utilisation, une bonne prise en main de notre stack par nos équipes et la future maintenance. Voilà. Avec ça, ça devrait aller. Voilà. Merci à vous. Job Teaser, The Product Crew, à vous les studios. Fabien, merci beaucoup. Top, franchement, super presse. C'est vraiment génial. Bien bossé, hein. Franchement, merci beaucoup, on n'en demandait pas tant. On va vous poser une petite question maintenant à vous. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat, on va y répondre. Lucie, je te laisse de faire une petite question du coup à notre chère audience. On a un petit slido pour vous réveiller un petit peu aussi. Quoique la presse était quand même vachement dynamique, donc c'est cool. Moi, j'ai tout suivi. Bon, avec ma caméra ouverte, donc vous pouvez voir que de temps en temps. Oula, mais c'était quand même très clair pour le coup, c'est très bien. On a une Merci. petite question. Lucie, si tu arrives à partager ton écran pour le coup, ça devrait pouvoir le J'arrive, faire. j'arrive. Apparemment, c'est bon. Voilà. À votre avis, pour vous, à vos téléphones, à vos QR codes, je vous demande de scanner ça si vous avez le temps. Quelle est votre expérience d'une migration hors DB dans votre boîte? Comment ça s'est passé pour vous? N'hésitez pas, hein, vous nous dites ça en mode
Tout simplement. Ouais, ça s'est bien passé. Oui, non, à 20-30% sur du pourcentage. N'hésitez pas à me donner quelques petites réponses, ça peut être cool pour avoir un petit peu d'insight aussi. Je peux vous parler aussi un petit peu de The Product Crew quand même, TPC. Hein, vous commencez à être maintenant connu, surtout avec du côté engineering, on en est très fiers. D'où le petit webinaire avec Fabien en ce moment. Nous, vous savez, si vous êtes recruteur, si vous êtes candidat, vous pouvez joindre la communauté. On essaie de vous faire un petit peu exploser vos recherches de job. Si vous avez envie de vous lancer dans de la recherche avec nous, sachez qu'on a une approche très chill du truc. Et puis surtout, on vous aide et on vous fournit tout ce qu'il faut comme ressources pour vous accompagner. Et si vous êtes recruteur, bien sûr, n'hésitez pas. On a énormément de talents et de membres qui sont aussi dans la recherche pour le coup de job. Donc, n'hésitez pas du coup à subscribe. On est là pour vous aider. Pour le coup, qui commence à répondre? Bon, vous n'êtes pas beaucoup non plus à répondre, hein, pour le coup. Je m'en doutais un petit peu. Trop long et lent et pas assez et pas commencé encore. D'accord. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même une petite réponse. Il y a Lamia qui a dit merci beaucoup, c'est très clair. Plus un pour chaque point qui a été abordé pour avoir participé à une migration AWS, GCP. Je me retrouve dans chaque conseil. Donc franchement, bravo. Ça, c'est un truc plutôt cool. Le patron n'a jamais voulu. Ok, d'accord. C'est aussi de la réponse un peu particulière. Mais bon, ça arrive. Écoute, j'ai pas mal de questions pour toi, Fabien. On va commencer un petit peu par la première. Il y a Gersend qui a demandé, y a-t-il un product manager impliqué dans la gestion du projet migration? Si oui, comment? Alors, me concernant, non, j'ai pas eu besoin de product manager impliqué dans le projet de migration. Ok. Ça ne veut pas dire que, par contre, en gros, j'ai gardé vraiment des canaux très ouverts avec tous les product managers parce qu'en fait, la conséquence de ce projet de migration, ça allait toucher toutes les équipes. Donc, voilà. Après, entre guillemets, en tant que staff, j'arrivais à gérer les deux parties. Enfin, voilà, pour moi, ça faisait partie du taf, de communiquer, d'organiser et en même temps de faire la partie réalisation technique. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, je n'ai pas eu besoin, et d'ailleurs, toute honnêteté, je n'ai pas ressenti le besoin d'avoir un product manager attitré sur le projet. Ce qui ne m'a pas empêché de partager, d'échanger avec eux souvent, mais ne serait-ce que même pour, tiens, qu'est-ce qui leur plairait comme communication? C'est Mm. bête, mais bah, j'échange Ouais, avec c'est clair. eux. Ils ont l'habitude de gérer ce genre de choses, Mm. donc bah, voilà. Mais non, voilà, pas pour répondre à la question, pas de product manager attitré chez JT sur le sujet. Ça ne veut Mm. pas dire que ce ne serait pas un avantage aussi, peut-être pour se libérer d'une partie du processus. Hein. Comme je dis, ce n'était pas la seule façon de le faire et ce n'est pas la façon parfaite de le faire. Ouais, genre pour documenter tout ça. D'ailleurs, moi j'ai une petite question. Tu parlais de documentation tout à l'heure. Vous avez mis Ouais. ça où, du coup, chez JobTeaser? Euh, alors, j'ai mis. Alors, pour être honnête, en fait, j'avais dans ma tête document, parce que c'est un truc, si on ne le fait pas dès le début, en Ouais, fait, ouais, à rattraper, suivi. c'est dur. Ouais, ouais. Et par exemple, moi, je me suis pris l'habitude, donc j'avais un truc sur, moi, c'est un truc sur Notion. Et en fait, je prenais des notes. Tous les jours, en fait, je prenais une espèce de récap de ma journée, Ouais. des trucs que j'avais fait, quelques liens avec les ressources internes, je sais pas, la PR que j'ai fait, la doc que j'ai consultée, la liste tickets Jira que j'ai créée à la journée. Tous les jours, je me faisais un petit récap dans mes notes. Et en fait, ça a été vachement utile parce que quand j'ai commencé à vouloir communiquer ou même à construire le README qui certes est arrivé tardivement, en fait, j'ai rien eu à inventer ou à repenser. En fait, juste reparcourir mes notes. Et ça m'a Ok. servi aussi même pour l'écriture de cette presse ou des articles, quoi. J'ai reparcouru mes notes et bah, par exemple, pour communiquer chaque semaine, bah, je prenais mes notes de la semaine, je faisais un condensé et j'envoyais ça, je partageais ça au reste de l'équipe, quoi. Donc, euh, donc voilà, après, au-delà du. Je ne suis pas sûr que le support soit le plus important parce qu'aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de choses sur le marché qui permettent de faire ce genre de choses. Mais c'est vraiment, Ouais. bah, il vous faut quelque part où mettre ce genre d'infos, quoi. Parce que bah, 6 mois, ou enfin moins de 6 mois de migration, dans la tête, c'est large, quoi. Mm. Et pour la petite histoire, moi, je sais que je suis parti en plus en vacances un mois après la migration. Donc, bah, derrière, quand je suis revenu de vacances, j'avais par exemple les slides à préparer et les articles à écrire sur la migration. Et bah, j'avais tout en fait, j'avais tout dans un document. Et heureusement, quoi, parce que se rappeler de 6 mois de migration pour en faire un condensé, ça serait été très compliqué sans ça, quoi. Ah bah, moi, tu vois, tu es revenu de vacances, hop, par magie. Euh, Il y a Thomas qui te demande justement, est-ce que vous avez changé votre workflow, peer coding, code review, pour le temps de la migration? Non, non, vraiment, ça, c'est des trucs, je te dis, on a conservé au maximum tous les process et toutes les bonnes habitudes.
Donc, le truc qui a potentiellement changé, c'est que moi, du coup, j'allais un peu squatter les différentes feature teams qui Ouais. démarraient sur la stack. Ok. Ne serait-ce que pour poser des questions, ça va bien. Tiens, tu veux qu'on perd sur tel sujet ou les aider justement sur la prise en main des fameux sujets secondaires. C'est ça qui a un peu changé de leur quotidien, mais sinon, le processus était exactement le même. Ok, D'où ça n'a pas le fait changé. de passer du temps sur la CI pour Hmm. maintenir en fait l'environnement, quoi. Ok, cool. Il y a John qui te demande, y a-t-il eu beaucoup de nouveautés côté legacy pendant la migration qu'il fallait intégrer, bien évidemment? On n'a pas eu énormément, mais il peut y arriver par exemple des choses. Enfin, si, pardon, je dis des bêtises, mais par exemple, nous, on a mis en place tout un nouveau flow de tracking sur le legacy. Bah, ça, il a fallu l'anticiper dans la mise en place sur le nouvel environnement, quoi. Pareil, ça, c'est une tâche. Quand ça arrivait, bah, j'ai créé une tâche. Je me suis dit, est-ce que vraiment c'est bloqueur pour la partie en écosystème minimaliste? Ça ne l'était pas. Je peux sortir un environnement sans tracking. Par contre, ça faisait partie des tâches très importantes à réaliser dès le début avant de sortir en Hmm. production, quoi. Donc voilà, c'est des grosses choses qui sont arrivées parce qu'il y avait d'autres sujets comme ça techniques. La mise en place de TypeScript s'est faite dès l'initialisation du projet avec Next, ça vient tout seul. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a pu avoir récemment peut-être des changements de provider, certains outils tiers qui ont dû avoir lieu, mais ça s'est fait assez naturellement. Il y a pas eu de choses qui ont cassé vraiment le flux principal de la migration, quoi. Ok. Du coup, tu as Sébastien qui te pose aussi une question là-dessus. Est-ce que vous avez réalisé la migration à isopérimètre dans un premier temps pour intégrer des évolutions uniquement par la suite ou la migration en intégrant des évolutions en même temps? Hmm. En gros, si vous avez réalisé la migration, Ouais. tu vois, Bah, uniquement par la suite ou ouais. doucement. Ouais, je vois bien le sujet, mais en fait, la question ne se pose pas dans le cadre de cette migration-là, puisque ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte de faire vivre à la fois nos anciennes pages et les nouvelles dans la nouvelle stack. Donc, en Hmm. fait, la nouvelle stack, en fait, on l'a utilisée pour créer de nouvelles features ou recréer des nouvelles features. Mais Ok. on n'a pas fait un portage en fait, des anciennes features vers la nouvelle. Ça arrivera peut-être plus tard, justement, avec le débat dont je parlais sur migrer la dette technique. Mais en tout Hmm. cas, ça a été vraiment un environnement pour la création de nouvelles features. Donc, en fait, il n'y a pas eu de isopérimètre ou pas. Euh, voilà. Ok. Parce qu'il Dans ce demande cas. aussi comment vous avez intégré la QA, surtout la non-reg, dans cette migration, du coup. Alors, la QA, en fait, il n'y a pas eu non plus de changement. Parce qu'on a déjà en fait des suites de tests end-to-end qui sont Hmm. assez conséquentes. Et du coup, donc, notamment, par exemple, je parlais des fameuses compagnie pages qui vont arriver très, très rapidement en production. On avait déjà les tests end-to-end qui tournaient en fait sur l'ancienne version. Donc, quand l'équipe a commencé à construire sa nouvelle version, ils ont adapté les tests end-to-end. Et en fait, au fil de l'eau, les tests end-to-end ont commencé à remonter, ou pas. D'ailleurs, ça s'est plutôt bien passé, il me semble, des problématiques qu'il y aurait pu avoir. Mais il y a pas eu de, comment dire, de j'ai pas demandé à la QA d'intervenir plus qu'elle ne le fait déjà en fait dans nos process actuels. Il n'y a Ok. pas eu besoin. Du coup, la bascule, elle a été gérée comment? Alors la bascule en fait elle est gérée par un système de feature flag, hein. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on a Ok. un flag et on fait soit ce qu'on appelle du gradual rollout, donc on commence à migrer Hmm. progressivement les gens dessus, ou soit on le fait par segment en se disant tel type de user ou tel type d'école ou tel type d'entreprise, on les mixe sur la nouvelle version. Nous, on monitor s'il y a des problèmes ou Ok. pas. Voilà, il y a eu aussi des tests de charge qui ont été faits en amont, bien sûr, pour vérifier. Parce que quand on route tout un monolithe vers, en gros, un autre, il faut Ouais. vérifier que le tuyau, il suit, quoi. Donc voilà, ouais, on a utilisé la mécanique de feature flag, en fait, pour justement Feature flag, ok. orienter nos utilisateurs vers l'un ou l'autre. Ou, Ok. d'ailleurs, pour pouvoir revenir en arrière si jamais il y avait la moindre chose qui ratait, quoi. Ok. Ça répond du coup un peu à la question que posait AA, notre utilisateur inconnu, qui a dit que tu avais mentionné certaines tâches secondaires lors de la migration qui pouvaient être gérées par les feature teams justement plutôt que par la team migration. Je pense que tu as répondu. Mm. Comment s'est faite cette répartition de tâches sur la base du volontariat, sur un besoin Ouais. urgent de la feature team? Ouais, c'est ça. Ça, c'est intéressant Ouais. et c'est un truc, comme j'ai dit, potentiellement, on n'avait pas assez communiqué là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des Ouais. équipes, ça a plutôt bien marché, d'autres où du coup, fallu recommuniquer sur le pourquoi on avait fait ça, etc. Hmm. La philosophie, c'était un peu you need it, you build it. D'accord. Mais Ouais, ouais, ce que tu disais tout à l'heure. c'est pas Ouais. you build it alone, hein. C'était genre, Hmm. par contre, c'est vous qui allez prendre en main ce sujet, je vais vous accompagner dessus.
moi et d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup vraiment d'entraide entre les équipes pour prendre ces sujets. Il y a beaucoup de sujets d'ailleurs qui ont été pris par plusieurs équipes en même temps, qui Ok. du coup sont créés un espèce d'environnement de pairing, justement pour monter en Hmm. compétences ensemble sur ces tâches-là. Et ça a été hyper efficace, quoi, parce qu'il y avait quand même des tâches secondaires qui étaient, même si c'est secondaire dans le titre, techniquement, il y avait quand même des choses à faire et des choses assez compliquées, quoi. Donc, Ok, bon, ça, voilà. ça répond bien. T'as Il n'y a pas eu Victor de qui... tirage au sort, quoi. Il n'y a pas eu de Ouais, désigné. ok, ouais, ça c'est cool. T'as Victor qui te demande, avez-vous mis en place un parallèle run? Si oui, comment? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre le terme, mais si j'essaye d'extrapoler, c'est du coup d'avoir à la fois un run sur notre existant, ce qui tournait actuellement, et Hmm. d'avoir un autre run pour la nouvelle solution de migration. Si moi, j'interprète la question correctement, hein. Si ce n'est Je pas pense, approuvé, ce n'est je pas le pense cas. que c'est dans ce but-là, Voilà. t'inquiète pas. Et Euh, comme je disais, en fait, ça n'a pas eu de sens dans notre migration, puisqu'en fait, on a fait vivre en parallèle les deux. Donc, en fait, en gros, on a construit, après, il y a des solutions sur le marché qui s'appellent notamment les gateways. Et en mhm, fait, c'est une solution qui permet justement d'orchestrer un peu le routage du trafic vers l'ancienne ou la nouvelle solution. Donc, en fait, en gros, nos deux solutions, elles ont continué à être, d'ailleurs, elles continuent à être buildées en parallèle. Et simplement, bah, c'est la gateway au-dessus qui fait le rôle de router l'un ou l'autre. Donc oui, en fait, on a mis en place un parallèle run, mais pas en mode compétitif. En gros, vraiment en mhm. mode, bah, c'est que c'est deux parties de notre écosystème finalement qui vivent en parallèle. Et d'ailleurs, on a fait en sorte que la CI/CD soit plus rapide que l'ancienne aussi. On a mis un peu de Ok, temps pour travailler dessus. C'est une histoire qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt à l'utiliser, quoi. Si j'avais sorti une CI qui dirait 10 fois plus, je pense que les développeurs auraient pas été contents, quoi. grave. D'un point de vue pratico-pratique, vous avez utilisé les mêmes repo Git pour ancienne version slash version migrée? Alors, on s'est posé la question parce on avait fait justement des expérimentations sur les monorepos, notamment dans notre design system. Il s'avère que non. Il s'avère que on a créé un repo dédié à la solution Next. Mhm, Il faut savoir en plus que Next, a priori, à l'époque en tout cas où on s'est posé la question, ne fonctionnait pas très bien dans les monorepos. Il y a beaucoup de fichiers de config en fait, qui sont passés à des endroits assez stratégiques. Et voilà, ce qui est peut-être plus le cas aujourd'hui, notamment parce que je sais qu'il y a une feature qui est proposée par Vercel, voilà, mhm. l'entreprise qui gère Next, pour faire un peu ce genre de choses, c'est-à-dire déployer plusieurs potentiellement applications Next en parallèle qui seraient dans un même repo. Mais pour nous, c'est pas le cas aujourd'hui. Puis Ok. ça a permis de nettoyer, voilà, on avait un truc qui était un repo qui était assez ancien, donc ça permet un peu de cleaner, de réorganiser, de se reposer des questions justement sur l'organisation des fichiers, etc. Donc, c'était une bonne opportunité. Ok, cool. Parce que du coup, tu as Stanislas qui demande la migration à venir de PHP 5 vers React. Est-ce considéré comme une migration ou une refonte totale? Euh, bah, ça dépend ce qu'on fait avec du PHP, hein. Mhm. Si derrière, alors j'imagine que derrière, ça doit être, je sais pas, un framework PHP qui permet de faire à la fois du back-end, du front-end, des API et des pages front. Mhm. Euh, et la question, c'était, pardon, est-ce que ça doit être considéré comme une migration ou Ouais. Ou une refonte totale. bah, en fait, ça dépend vraiment du temps qu'on va acheter, hein. En fait, si l'entreprise est OK, en gros, pour potentiellement te donner du temps pour refaire tout ton périmètre, comme on disait, iso-périmètre dans la nouvelle stack, ça peut être vu comme vraiment une refonte complète. Ou alors, si tu as moins de temps, bah, justement, mettre en place une migration pour faire coexister les deux temporairement ou sur le long terme en fonction du temps que tu as et voilà, l'énergie qui est disponible. Y a pas, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Ça ne dépend pas de la techno, en fait. Ça dépend Mhm. vraiment, je pense, du temps et du périmètre. Et je pense que les deux sont possibles en fonction de la boîte, quoi. Ok. Euh, Cool. Il y a Gersen encore. Comment avez-vous priorisé les chantiers attaqués? Tâche clé, core feature, après un scope test. Ouais. Alors, en fait, il y a des choses euh, qui sont venues un peu naturellement. Comme je disais, tu as des choses, en fait, tu te dis, si ça n'existe pas, en fait, la solution, elle ne marche pas. Ça, c'est tout ce qui est Mhm. bloqueur. Donc ça, les bloqueurs, bah, tu as ta pile et en fait, en vrai, t'as pas vraiment besoin de les ordonner parce qu'en fait, il faut les faire. C'est-à-dire qu'en fait, si tu en manques un, de toute façon, ton truc, il ne tourne pas. Donc, c'est vrai que sur les bloqueurs, j'avais, je sais pas, peut-être une dizaine de tâches bloqueurs que j'avais découpées. Et c'est vrai que là-dessus, ça a été vraiment le cœur de la migration et je ne me suis pas trop posé de questions sur l'ordonnancement de ces bloqueurs parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, je trouve. Par contre, après, sur tout ce qui était
tâches importantes et majeures, je crois que c'est ça c'est l'organisation Jira, bloqueur important majeur, je crois, et après il y a mineur. Mais en tout cas, on va dire sur les 2 sets qui sont en dessous du bloqueur. Là, par contre, c'est vraiment poser la question de l'ordonnancement de ces tâches-là. Et comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait tout seul. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai été parler au tech lead des autres équipes ou au front-end qui allaient potentiellement avoir besoin de ce sujet-là, parce que je savais un peu quelles équipes allaient avoir besoin de tel ou tel sujet. Et c'est avec eux, du coup, qu'on repriorisait un peu les tâches, quoi. Ok, Et cool. c'est comme ça. Mais en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire dans une squad, Hmm. quand dans une feature team, quand on a une seule équipe et qu'on leur redonne nos tâches, quoi. On en discute et voilà, il n'y a pas de magie derrière ça, quoi. Ok. Vous avez du coup supprimé totalement l'ancienne stack et du coup, comment vous communiquez auprès de l'équipe? Toute l'équipe a changé de techno? Alors, comme je l'ai communiqué, en fait, non, Hmm. on n'a pas encore supprimé toute la stack existante, puisque Ah ouais. je ne sais pas combien de features qui tournent actuellement. Et là, on parle d'une migration et de la première réalisation mise en prod. Donc, en gros, l'existant n'existe pas encore en production dans la nouvelle version. Par contre, ce que je disais, c'est qu'on a vraiment pris le temps, et on doit encore le prendre, et de discuter de cette dette technique et de savoir à quelle échéance on va la migrer. Ok, il ne s'agit pas. Là, vu qu'en fait, on vient de recréer une couche, Hmm. imaginons, en général, on a déjà une couche de legacy bien vieux qu'on a du mal à extraire. On Ouais. a notre petit stack plus ou moins moderne sur laquelle, en gros, on s'éclate. Là, comme on vient de recréer une nouvelle stack encore plus moderne, celle du milieu, il faut savoir ce qu'on en fait. Soit ça va rejoindre la dette technique qu'on décortique au fur et à mesure, voilà, selon un process mis en boîte par chaque entreprise, et c'est pas simple de le mettre en place. Soit on décide on prend du temps et vraiment on les migre. Donc, normalement, plutôt à isopérimètre quand il y a beaucoup de choses à migrer vers la nouvelle stack. Et ça, c'est justement le débat qu'on a eu quand on a commencé à discuter de la dette, sachant qu'on s'est accordé sur le fait d'en reparler 6 mois après la mise en place de la solution de migration. Donc voilà, ça on l'a communiqué, donc dans les listes des tâches à prioriser et à discuter. On a bien sûr, enfin, c'est jamais la partie la plus compliquée, mais on a déjà trouvé des solutions techniques pour le faire. Après, la partie la plus Ok. compliquée, c'est toujours de trouver un moment et de le prioriser dans le calendrier d'une entreprise, quoi. Ok, cool. Bon, bah écoute, on a répondu à beaucoup de questions, Fabien. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre temps. On ne peut pas répondre à tout le monde. N'hésitez pas à laisser une petite note dans le chat. N'hésitez pas à dire merci à Fabien parce qu'il a fait vraiment un super taf. Il a répondu sharp à toutes vos questions, hein. Du coup, pour le coup, ça, c'était cool. Tu m'avais Vraiment. balancé au début, donc Mais ça va, je tu vois. pense qu'ils ont été sympas avec toi. Ça va, c'est plutôt cool. Ouais, ouais. Je soupçonne peut-être Merci. des collègues aussi qui ont voulu un peu te matrixer sur certaines questions, mais même pas, tu vois. Pour le coup, merci à vous d'avoir été présents. Écoutez, on fait bientôt d'autres webinars. Stay tuned. Bien sûr, il y a des trucs super intéressants, des super insights aussi. On en prend. N'hésitez pas à laisser vos feedbacks. Mettez-nous une petite note de 1 à 5. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas aussi à join la communauté. Chez TPC, on est avec grand plaisir ouvert à tous les ingénieurs. Il y aura un replay disponible pour nos membres. D'ici peu de temps, ne vous en faites pas. Merci à vous tous. Je vous souhaite un super appétit, une belle après-midi. Fabien, encore merci à toi pour ton temps. Merci pour ta presse. Merci pour tout ce que tu as fait vraiment niveau réponse et autres. C'était vraiment très clair. Et encore bravo pour ce que vous avez fait en 6 mois. C'était franchement très cool. Passez tous une super après-midi. On se voit bientôt. Ciao sur les Au réseaux. revoir. Merci à tous.